Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Merci pour votre invitation, merci à Sanofi et je suis ravi d'intervenir au cours de ce congrès de médecine interne pour vous parler du concept de variabilité glycémique et dans la deuxième partie de l'apport des nouvelles insulines basales justement pour réduire cette variabilité glycémique chez nos patients diabétiques. L'hémoglobine glycée, c'est évidemment l'indicateur clé pour suivre le contrôle de nos patients diabétiques, mais il y a des limites à cette hémoglobine glycée. Bien sûr, c'est un marqueur qui est simple, relativement facile à mesurer et relativement peu coûteux. On sait que c'est bien corrélé aux complications, notamment aux complications microvasculaires, et que ça va nous aider beaucoup dans nos prises de décision thérapeutiques, mais ça reste une intégration, une valeur intégrative qui est lissée de l'exposition au glucose sanguin des 3 précédents mois, qui ne tient pas compte finalement justement de cette variabilité, de cette alternance possible entre hyper et hypoglycémie. C'est un reflet simplement indirect. Et par ailleurs, vous savez que certaines situations la rendent ininterprétable, notamment en cas d'anémie, d'hémoglobinopathie, d'insuffisance rénale chronique, par exemple. Donc, ce concept de variabilité glycémique, il échappe un peu au dosage de l'hémoglobine glycée. Ici, vous avez deux patients pris en exemple avec le même niveau moyen d'hémoglobine glycée, 8%, mais des profils glycémiques tout à fait différents. On voit bien sur le patient de gauche une très grande variabilité, des grandes oscillations entre des pics d'hyperglycémie et des hypoglycémies, alors que le patient de droite a la même hémoglobine glycée, mais quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup moins variable. Donc, évidemment, ça a des conséquences en termes de clinique, en termes de perception aussi et de qualité de vie pour le patient, on va y revenir. Et on voit bien que l'hémoglobine glycée est en échec pour appréhender cette variabilité. La variabilité glycémique, on peut l'avoir à court terme et à long terme. C'est très important d'avoir cette notion-là. À court terme, cela va représenter les fluctuations de la glycémie au cours de la journée. Donc, c'est la variabilité intra-journalière, donc les oscillations possibles autour d'une ligne de base dans les 24 heures. Et puis, on a aussi des fluctuations sur la durée d'un jour à l'autre, des fluctuations de glucose d'un jour à l'autre, donc en inter-journalier, si vous voulez, c'est ce qui va être aussi très important à voir, donc cette stabilité au long cours. Et puis, plus au long cours encore, ce sont les variations, par exemple, d'hémoglobine glycée. Donc là, c'est moins bien codifié, mais c'est également un paramètre à étudier, c'est-à-dire finalement la stabilité de l'HbA1c au fil du temps, au fil des mois, au fil des années chez un patient donné. Donc, vous voyez qu'on a plusieurs index à considérer. Et on sait, je vous l'ai dit, que cette variabilité glycémique, quand elle est excessive, elle peut avoir un impact négatif, non seulement sur la vie, la qualité de vie de nos patients diabétiques et l'adhésion au traitement aussi, mais également, on va y revenir, on a un certain nombre d'études qui retrouvent des associations statistiques si ce n'est causal, entre la variabilité glycémique et un certain nombre de complications. Un point qui est très important, c'est que cette variabilité de la glycémie, elle va prédire le risque d'hypoglycémie future. Plus on est variable et plus on est à risque de faire des hypos, en particulier quand on va flirter avec des bonnes glycémies en moyenne. Ici, vous avez un patient qui est moyennement équilibré, mais avec des glycémies, on voit, très variables. Si vous améliorez le contrôle glycémique de ce patient, mais que vous gardez des choses extrêmement variables, eh bien, vous allez vous retrouver très souvent en zone d'hypoglycémie du fait de cette grande variabilité préalable. C'est moins le cas si vous avez un patient qui est plus stable au départ, un tout petit peu haut en glycémie, mais bien plus stable. Si vous améliorez son contrôle de façon globale, eh bien finalement, vous allez avoir un risque d'hypoglycémie bien plus faible lorsque cette variabilité glycémique est moins importante. Ça a été bien montré dans des études, notamment par Louis Monnier, qui est quelqu'un qui a beaucoup travaillé en France sur la variabilité glycémique. Et donc, il nous montre dans cette étude-là que cette variabilité, elle va prédire le risque d'hypoglycémie future, notamment lorsque la moyenne glycémique est plutôt bonne et proche de la normale. Ça paraît tout à fait logique. C'est démontré dans ce travail. Vous voyez, il a pris plusieurs catégories de patients, des patients diabétiques de type 2 non insulinés, des diabétiques de type 2 insulinés et des diabétiques de type 1. Et il a considéré ici comme marqueur de variabilité simplement l'écart type autour de la moyenne glycémique, en différenciant les patients avec un grand écart type, donc une grande variabilité, plus de 60 mg par décilitre d'écart type, c'est les colonnes en bleu, et puis ceux avec une moindre variabilité glycémique sur cet écart type, les colonnes en orangé.
Ce qu'on voit très nettement, c'est que d'abord, évidemment, on a bien plus de variabilité chez nos patients diabétiques de type 1 que chez nos patients diabétiques de type 2, et en particulier chez les patients diabétiques de type 2 qui ne sont pas insulinés, où la variabilité est assez faible, on le voit. Et puis surtout, on voit aussi, et c'est les colonnes de gauche dans cette slide, cette variabilité, elle est bien plus marquée lorsque la moyenne de glycémie est proche ou inférieure à 1,50 g. Évidemment, ce risque d'hypoglycémie, il est majeur chez ces patients-là. Il est moins important lorsque la moyenne glycémique est un peu plus élevée. Mais ça paraît tout à fait logique. Je vous l'ai dit, il y a une pertinence clinique à cette variabilité glycémique. Je vais résumer ici sur cette diapositive les messages clés. Et ce qui a été démontré principalement, c'est une association de cette variabilité, de ces grandes oscillations, avec des marqueurs de stress oxydant, avec des marqueurs de dysfonction endothéliale ou d'inflammation. Là, il y en a un niveau de preuve qui est assez important. On a également une association, je vous l'ai déjà dit, démontrée largement avec les hypoglycémies, notamment les hypoglycémies sévères, et avec une altération de la qualité de vie. C'est un peu plus discuté pour ce qui concerne les complications macrovasculaires du diabète. On retrouve des études qui sont parfois discordantes. Certaines études retrouvent ce lien, d'autres non. Et en tout cas, il n'y a pas d'études qui démontrent une causalité. Mais ça, c'est extrêmement compliqué à démontrer. Vous imaginez bien qu'on n'a pas d'essais randomisés qui testent à des niveaux d'HbA1c équivalents un impact d'une amélioration de la variabilité versus une non-intervention. Donc ça n'existe pas, ça n'existera sans doute jamais. On n'a que des études d'association et elles sont un petit peu diverses dans les résultats. C'est un peu plus fort en termes de niveau de preuve avec la variabilité à long terme, c'est-à-dire la variabilité non pas du glucose au sein de la journée ou au sein d'une courte période, mais par exemple de la variabilité avec l'hémoglobine glyquée sur une longue période, quand vous avez des patients qui varient, qui font beaucoup varier leur taux d'hémoglobine glyquée sur la durée. L'association est nettement plus forte avec les complications macrovasculaires et même avec la mortalité. On a encore des papiers tout récents qui le montrent. Alors encore une fois, la causalité n'est pas clairement démontrée, mais elle est elle est tout à fait plausible. Louis Monnier a tenté de résumer dans cette revue très récente finalement ce qu'on connaissait des interrelations entre ces paramètres de variabilité glycémique et d'un côté les marqueurs cardiométaboliques ou des marqueurs de stress oxydant par exemple, c'est le graphe de gauche, ou avec de notre côté des marqueurs bien plus durs d'événements cliniques. Et ce qu'on peut voir, regardez les flèches, on voit bien que pour ce qui est des marqueurs métaboliques du stress oxydant notamment, on a un niveau de preuve qui est bon pour la variabilité à court terme et pour les hypoglycémies, un petit peu moins bon avec la variabilité à long terme, mais on a des études qui montrent que cette variabilité à court terme, ces hypos, sont effectivement liées à une augmentation des marqueurs de stress oxydant, par exemple. Pour ce qui est des marqueurs plus durs, plus long terme, complications cardiovasculaires notamment, on a des associations statistiques avec les hypoglycémies, surtout sévères, encore une fois, qui ne veulent pas dire causalité, c'est peut-être simplement une association sur un terrain fragile commun, mais on a ces preuves. On a d'excellents niveaux de preuves pour ce lien entre la variabilité à long terme, je vous l'ai dit, et ces événements cliniques forts. C'est un peu moins bon, il y a encore un point d'interrogation pour ce qui est de la variabilité clinique à court terme, la variabilité glycémique à court terme sur ces événements vasculaires. Alors, ce qui a évidemment relancé l'intérêt pour la variabilité glycémique ces dernières années, c'est lié en grande partie à la mesure continue de glucose, qui a changé réellement la prise en charge des patients diabétiques quand ils sont traités par insuline. Bon, évidemment, il faut que les capteurs soient disponibles, soient facilement accessibles aux patients, soient remboursés, etc. Donc, dans un certain nombre de situations ou de pays, c'est plus complexe. En France, on a un remboursement pour les patients diabétiques de type 1 ou diabétiques de type 2 qui sont traités par au moins 3 injections d'insuline par jour. Ça a évidemment changé notre approche clinique et même révolutionné notre approche clinique, en plus de révolutionner sans doute la vie des patients aussi. On voit bien 2 patients, là encore, avec un niveau d'HbA1c tout à fait proche, une moyenne de glycémie tout à fait proche, mais un écart type très différent. Et il suffit de regarder les courbes pour voir que d'un jour sur l'autre, le deuxième patient a une variabilité nettement plus importante que le premier. Donc, on a vraiment quelque chose de très concret pour appréhender la variabilité. Alors, est-ce qu'on a des index pour mesurer la variabilité glycémique? Il y en a tout un tas. Ils sont assez complexes, je ne vais pas insister là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler du MAGE, du MODE. Les recommandations s'accordent pour surtout retenir le coefficient de variation de la glycémie, qui n'est rien d'autre que l'écart type divisé par la glycémie moyenne.
et on retient dans les conférences de consensus le seuil de 36%. Au-delà de 36% de ce coefficient de variation de glycémie, on est considéré comme étant un diabète variable ou instable. Bon, c'est sujet à débat encore aujourd'hui, mais globalement, on retient cette valeur de 36% qui nous est donnée maintenant par les mesures de continu de la glycémie, enfin du glucose plutôt, du glucose interstitiel, qui va nous donner ce chiffre-là, donc qui est un marqueur très largement utilisé. Alors, toujours des travaux de Louis Monnier qui montrent bien que cette variabilité glycémique, quand on prend notamment le coefficient de variation ici, est plus grande, comme on l'a dit, chez les diabétiques de type 1 que chez les diabétiques de type 2. Et parmi les diabétiques de type 2, elle est plus importante chez les diabétiques de type 2 insulinés. C'est ce qui est montré ici. Vous voyez toutes des catégories de patients qui ont eu des mesures continues de glucose. Le groupe 1 des patients traités par régime ou insulinosensibilisateur uniquement. On a une médiane en rouge, là vous voyez, du coefficient de variation de la glycémie à 18%. Si vous prenez des groupes de patients qui ont des gliptines, des inhibiteurs des PP4, on est toujours à 18%. Quand on a des sulfamides hypoglycémiants, on monte un petit peu, on est à 23% de médiane de CV. Pour les patients diabétiques de type 2 sous insuline, ça monte encore à 27,8% et on est à 37,2% de coefficient de variation médian chez des diabétiques de type 1. Et Louis Monnier a regardé finalement ce seuil de 36% qui a été fixé, combien de patients dans ces groupes se situent au-dessus de ce seuil, et on voit bien qu'il n'y a pas de patients au-dessus du seuil de 36% dans les deux premiers groupes, peu dans le groupe qui reçoit des sulfamides, 12%, 19% dans le groupe traité par insuline, et on est très élevé pour le diabétique de type 1, il y a presque 56% de diabétiques de type 1 au-dessus de ce seuil de 36%. Qui prédit le risque d'hypoglycémie. C'est bien montré, Louis Monnier le montre toujours dans cette étude. Vous voyez que quel que soit le sous-groupe de patients qu'on considère, diabétique de type 2 sous sulfamide, diabétique de type 2 sous insuline, diabétique de type 1, quand votre coefficient de variation est supérieur à 36%, ce sont les histogrammes en bleu, le nombre d'hypos est nettement supérieur. Donc on a vraiment un lien fort entre cette variabilité glycémique et ce risque futur d'hypoglycémie. Alors, je vous l'ai dit, ce qui a beaucoup changé la donne, ce sont les mesures continues de glucose qui vont nous donner maintenant, de façon très synthétique, une page de résultats qu'on appelle donc le profil ambulatoire de glucose, AGP en anglais, qui va nous permettre d'un coup d'œil d'avoir vraiment des informations très intéressantes sur notre patient, notamment la charge en glucose, c'est la courbe médiane, ici en noir au centre, qui va donc nous permettre sur la journée d'avoir la médiane des glycémies, qu'on va pouvoir mettre en perspective par rapport à la cible qui est considérée pour la plupart des patients, elle est, vous le savez, entre 0,70 g et 1,80 g de glycémie dans la journée. Elle tient compte des valeurs donc préprandiales, postprandiales. On est donc entre 0,70 et 1,80 g. Chez la plupart des patients, c'est un peu différent chez les sujets âgés, mais on va tout de suite pouvoir se positionner par rapport à cette cible et on va regarder notre courbe médiane. On va aussi regarder la stabilité du glucose dans l'axe horizontal, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des variations dans la journée qui vont se répéter. Donc, est-ce qu'il y a des moments où on n'est pas bien couvert, notamment, ou est-ce qu'il y a des moments où on va faire trop d'hypoglycémie dans la journée. Ça, c'est donc la vision horizontale des choses, et une vision verticale qui est donc la fluctuation du glucose, et donc on va apprécier l'espace interquartile, soit 25e, 75e percentile, c'est l'espace en bleu un peu plus soutenu, si vous voulez. Donc ça, c'est 50% des glycémies d'un jour sur l'autre vont se situer dans cet espace. Et si on regarde l'espace interquartile du 10e au 90e percentile, donc c'est l'espace en bleu un petit peu plus clair, on a donc 80% des glycémies qui se situent dans cet espace-là. Donc c'est très intéressant. Vous voyez ici, par exemple, ce patient qui est pris en exemple. Si vous prenez la période 4h à 6h du matin, on a un grand espace interquartile, notamment 10e, 90e percentile. Donc, c'est une période de la journée où les glycémies sont très variables d'un jour sur l'autre. Si vous vous mettez dans la période 18-20 heures, par exemple, vous voyez que l'espace interquartile est très réduit. Donc là, c'est très prédictible. On a à peu près toujours les mêmes glycémies dans la journée d'un jour sur l'autre. Donc, cette AGP, elle nous permet vraiment d'identifier facilement la variabilité glycémique avec ces grands espaces interquartiles et puis aussi d'identifier des événements plus récurrents, plus prédictibles lorsque l'espace interquartile est restreint.
Une revue très récente, là, très intéressante, publiée tout récemment par Ceriello, Monnier justement et David Owens, fait le point sur ces critères de glycémie, de variabilité glycémique, et on retient principalement deux, ceux que j'ai encadrés là et dont je vous ai parlé, le coefficient de variation, de variabilité du glucose et l'espace interquartile sur l'AGP. Donc c'est vraiment des choses qui sont maintenant utilisées en pratique quotidienne, notamment chez les gens qui font de la mesure continue du glucose, hein, c'est pas tous les patients, avec des métriques nouvelles, hein, des critères nouveaux qui sont résumés ici sur cette diapositive aussi de Louis Monnier. Donc, vous savez qu'on va considérer également comme objectif maintenant non seulement l'hémoglobine glyquée, mais aussi le time in range, le temps dans la cible, donc généralement 70-180, comme je vous l'ai dit, et globalement, un patient est considéré comme bien équilibré s'il passe au moins 70% de son temps dans cette cible. C'est un peu différent pour les patients âgés, encore une fois, mais globalement 70%. On va considérer aussi le temps en hypoglycémie. Hein, vous voyez qu'il faut qu'il y ait moins de 4% du temps à passer à moins de 0,70 et moins de 1% du temps dans la journée passé à moins de 0,54 g. Donc ça, c'est aussi des marqueurs qu'on va regarder de façon très simple. Et en ce qui concerne la variabilité, eh bien, le CV nous est donné, hein, donc le fameux seuil de 36%. On regarde l'espace interquartile, même si aujourd'hui, on n'a pas de seuil bien défini pour qualifier cet espace interquartile. Ça va être un peu une impression générale plutôt. Et pour ce qui est de la variabilité au long cours, ces fameuses fluctuations d'HbA1c dans le temps, là encore, on manque de données validées pour avoir des seuils, des choses claires aujourd'hui, mais on y vient. Il y a quelques papiers qui commencent à sortir pour nous dire est-ce que, par exemple, le temps passé dans l'année avec une hémoglobine glyquée au sein d'un intervalle qu'on aurait fixé pourrait être un outil. C'est peut-être quelque chose qui va être développé dans le futur. Aujourd'hui, on n'a pas encore des choses bien codifiées. Donc voilà pour la variabilité glycémique. Et dans la deuxième partie de ma présentation, je vais donc parler des nouvelles insulines et de l'insulinothérapie basale, notamment dans le diabète de type 2. On peut en parler un petit peu dans le diabète de type 1 aussi, parce que c'est une situation où il existe des besoins qui sont clairement non satisfaits avec les insulines basales actuelles ou précédentes. Ça, c'est des études en France qui ont déjà quelques années, chez les diabétiques de type 2 sous basal, qui ont retrouvé près de 30% de nos patients diabétiques de type 2 sous basal dans les années 2013-2014, non contrôlés avec un seuil de 8%, qui n'est pas pourtant un seuil très, très stringent. Et si vous regardez la glycémie à jeun de ces patients, eh bien, 7 patients sur 10 ont une glycémie à jeun qui n'est pas à l'objectif défini par leur médecin. Donc, on n'a pas bien titré cette insuline basale. C'est une chose de mettre en place un traitement par insuline basale, c'est aussi une autre chose de titrer l'insuline sur la glycémie pour bien l'utiliser. Donc, l'utilisation n'est pas optimale. Ce qui a des conséquences cliniques et ce qui a des conséquences aussi médico-économiques, parce que mettre en place une insulinothérapie même basale, c'est mettre en place de l'autosurveillance, c'est parfois avoir recours à des infirmières à domicile, c'est parfois hospitaliser les patients, ce qui ne devrait pas se faire, mais ce qui se fait malheureusement beaucoup encore, même chez nous encore en 2013, c'était un tiers des patients qui étaient hospitalisés pour cette mise à l'insuline. Ça a un coût très important. Et puis, il y a des problèmes de persistance, hein, de maintien au long cours du traitement, qui est parfois abandonné par les patients. Donc, ça a un coût. Et donc, pour faire face à ce coût, il faut quand même qu'on ait quelque chose d'optimal en face. Or, je vous l'ai dit, la titration ne se fait pas bien. Et elle ne se fait pas bien en grande partie parce que, justement, on a cette peur, cette crainte des hypoglycémies, notamment nocturnes, qui est un frein majeur pour les patients, pour l'entourage des patients, et aussi pour les soignants qui parfois ont un petit peu peur d'aller vers une titration un peu plus active. Donc forcément, on va mettre en place des objectifs moins ambitieux avec des doses thérapeutiques qui sont souvent non atteintes, des patients qui vont peut-être être moins observants aux prescriptions qu'on va leur faire, en raison de cette source d'anxiété qui est majeure, hein, pour le patient, pour l'entourage. Donc, on essaye d'améliorer les choses, et pour améliorer les choses, eh bien, ça passe en partie par une amélioration des insulines basales, et ça, c'est le cahier des charges d'une insuline basale qui serait idéale, optimale. On imagine qu'elle aurait un profil glycémique un peu plus plat, avec une longue durée d'action, bien au-delà de 24 heures, hein, ce qui permet vraiment une seule injection par jour, une moindre variabilité intra-individuelle, hein, avec, on a dit, hein, une bonne reproductibilité, prédictabilité des résultats glycémiques, ce qui est très rassurant pour le patient. Si d'un jour sur l'autre, on a des résultats qui sont tout à fait comparables, c'est évidemment bien plus rassurant quand on doit augmenter les doses.
La flexibilité, elle peut être intéressante pour certains patients, c'est-à-dire de faire des doses pas strictement à la même heure, mais avec une petite période de latence, intéressant aussi. Et puis, peut-être un impact favorable sur la prise de poids, ça pourrait être intéressant. Plus intéressant encore, c'est évidemment de démontrer la sécurité de cette insuline nouvelle, et notamment sa sécurité cardiovasculaire. C'est très en vogue, évidemment, en ce moment, et c'est très important. Donc voilà, on imagine que ce cahier des charges optimal serait celui-là, et c'est un tout petit peu vers quoi tendent aujourd'hui l'évolution des insulines. Je vous ai mis ici la NPH au départ, donc les semi-lentes, et puis d'abord l'apparition de la glargine au début des années 90, de la glargine U100, puis de la détémir, puis maintenant, au début des années 2010, de la dégludec d'abord, et de la glargine U300 un petit peu plus tard. Et en fait, on voit bien sur ces comparaisons de profils pharmacocinétiques, on voit bien qu'avec le temps, ces insulines sont devenues plus plates, plus longues dans la durée d'action et, on va le voir, moins variables. Donc, si on prend l'exemple de la glargine U300, donc c'est une insuline qui a été donc 3 fois plus concentrée. L'intérêt, l'avantage, c'est qu'on a une surface de dépôt de cette glargine U300 qui est réduite de moitié. Donc, ça entraîne une surface de contact avec le lit vasculaire qui est diminuée du fait de cette réduction de la surface de dépôt, et donc une diffusion qui est prolongée. Donc, le fait d'avoir concentré l'insuline a modifié ses propriétés pharmacologiques, et donc c'est vraiment très intéressant en ce sens. Ce n'est pas une simple concentration d'insuline, elle a un impact pharmacologique, on va le voir tout de suite. Le tout avec un métabolite qui est identique. Et ça, c'est intéressant en termes de sécurité cardiovasculaire, puisque vous savez que dans l'étude Origine, la glargine U100 a démontré sa sécurité cardiovasculaire. On a le même métabolite ici, donc c'est a priori plutôt rassurant d'avoir cette donnée. Alors, que montrent les études de pharmacocinétique et de pharmacodynamie ici chez des diabétiques de type 1, en comparant la U300 en vert et la U100 en bleu? On voit très bien que ce soit pour les concentrations d'insuline sur la journée ou pour l'utilisation du glucose à droite, on voit très bien un profil plus plat, avec un pic qui disparaît, qui s'émousse, et plus prolongé. L'insuline U300, elle a une demi-vie de 19 heures, elle a un steady state qui arrive au bout de 3-4 jours, et surtout une durée d'action qui dépasse largement les 24 heures. Ça pouvait, vous le savez, être un défaut de la glargine U100 qui pouvait s'arrêter à 18-20 heures certaines fois. Là, on a quelque chose qui dépasse les 24 heures et qui va couvrir notre journée. Cette étude-là, elle est très intéressante. C'est une étude menée chez des diabétiques de type 1. Petit groupe de patients, mais méthodologie très précise. Une étude faite en crossover, en croisé, chez des diabétiques de type 1 qui ont reçu de l'U300 ou de l'U100. Alors, il y avait aussi 2 groupes qui testaient l'injection le matin ou le soir, mais je ne vais pas trop insister là-dessus. Voyez bien sur ces graphes en haut que le profil de glucose sur la journée est nettement plus étroit, plus plat avec la U300 qu'avec la U100 chez nos patients là, diabétiques de type 1. Quand on regarde les holtères glycémiques, la mesure continue de glucose sur notamment la période des 4 dernières heures de l'intervalle d'injection, c'est-à-dire la fin d'action, on va dire, de la journée, eh bien, on a aussi un meilleur contrôle glycémique avec la U300. Ça se joue à 15 mg par décilitre de glucose, mais c'est significatif. Donc, il y a une meilleure couverture en fin d'action, il y a une plus grande stabilité, un profil plus plat. Et si on regarde certains critères, certains marqueurs de variabilité, que ce soit intrajournalière, que ce soit interjournalière, donc des écart-types, c'est les histogrammes de droite ici, tout est en faveur de la U300. Donc, il y a une moindre variabilité d'un jour sur l'autre et au sein du même jour. Et le corollaire qu'on attendait et qui est confirmé dans cette étude chez les diabétiques de type 1, c'est moins d'hypos. Alors ici, ce sont des hypos nocturnes qui ont été étudiées, donc sévères ou confirmées à moins de 0,54 g. Vous voyez qu'on a plus de 50% de réduction de risque dans cette étude-là chez ces 55 patients. Une autre petite étude pharmaco que je vous montre, réalisée sur 2 périodes différentes chez des patients diabétiques de type 1. On voit bien ici que d'une période sur l'autre, on a quelque chose de très reproductible, que ce soit le graphe du bas sur les concentrations d'insuline dans la journée et le graphe du haut sur l'action finalement de l'insuline et sur le débit de glucose dans ces expériences de clan. Alors, ce qui est très intéressant à voir, c'est cette reproductibilité d'une période sur l'autre, mais c'est aussi cette régularité qu'on a dans l'action de l'insuline
et aussi dans les taux d'insuline dans le plasma sur la journée. Vous voyez que les auteurs ont coupé la journée en 4 quarts de 6 heures et on voit bien que l'action de l'insuline se fait de façon équivalente sur chacune de ces périodes, donc quelque chose de vraiment régulier, constant sur la journée. Alors passons aux études cliniques. Dans le diabète de type 1, on a surtout l'étude édition 4, donc une étude de phase 3 qui compare les diabétiques de type 1 sous glargine U300 ou sous glargine U100 sur une période de 6 mois. Le critère primaire était l'hémoglobine glyquée, et on voit qu'il n'y a pas de différence. Vous voyez que ça évolue de la même façon à 6 mois dans les deux groupes. On a une tendance à un moindre taux d'hypoglycémie nocturne avec la U300, mais ça n'atteint pas la signification statistique. Il y a un petit peu moins de prise de poids, c'est intéressant, et on va y revenir tout à l'heure, un petit peu plus d'insuline basale dans le groupe U300. Ce qui est dommage, c'est que dans cette étude-là, on n'a pas d'évaluation précise, fine de la variabilité glycémique, donc ça manque un tout petit peu, on reste un peu sur notre faim dans cette étude, dans le diabète de type 1. Alors, dans le diabète de type 2, on a 3 études principalement, l'étude d'édition 1, 2 et 3. Là encore, c'est glargine U300 versus glargine U100. Donc, rapidement, je ne veux pas trop m'étendre, mais ces études, elles se différencient par les types de population qui est étudiée. Dans l'édition 1, c'était des diabétiques de type 2 sous basal bolus. Vous voyez des patients qui ont un diabète assez ancien, 16 ans d'ancienneté, avec une obésité de grade de 2, avec beaucoup de doses d'insuline, 70 unités de basal au départ, et un diabète moyennement équilibré à 8,1%. Donc, édition 1, c'est du basal bolus. Dans édition 2, c'est des gens qui étaient sous basal ADO, excluant les sulfamides, un diabète un peu moins ancien, un IMC un peu plus bas, 35, mais toujours de bonnes doses d'insuline, 64 ou 65 unités par jour chez ces patients-là, qui étaient moyennement équilibrés là encore. Et enfin, édition 3, c'était des patients naïfs d'insuline, donc chez qui on allait commencer une basale, ancienneté du diabète du coup un peu moins importante, c'est logique, un IMC un peu moins élevé en moyenne, et un diabète un peu plus déséquilibré, ils étaient les patients à 8,5 au départ. Le critère primaire de jugement dans ces études, c'était toujours l'HbA1c. Et vous voyez dans l'édition 1 ou 2, donc des gens déjà sous insuline, à gauche, vous avez l'évolution de l'hémoglobine glyquée. Vous voyez que c'est très comparable. À 6 mois, à 1 an, on a une petite différence significative en faveur de la glargine U300 dans édition 1. Voilà, c'est 0,17 points d'HbA1c. C'est significatif, c'est faible, mais c'est significatif. Pour les glycémies à jeun, c'est les 2 graphes de droite. Vous voyez qu'il y a des choses très superposables avec les 2 insulines. Mais le point clé, le point fort, ce n'est pas l'hémoglobine glyquée. Ça a été déjà le cas quand on a comparé la glargine U100 avec la NPH. Les hémoglobines glyquées étaient comparables. Ce qui sortait, c'était les hypos. Et là, ce sont les hypos qui sortent. Ici, dans l'édition 1 ou dans l'édition 2, le critère que je vous montre là, ce sont les hypoglycémies nocturnes sévères ou confirmées, donc à 28 semaines. Et vous avez, en regardant le taux cumulé d'événements, 22% de moins dans l'étude édition 1 sous basal bolus et 29% de moins dans l'étude édition 2 sous basal ADO. Donc, c'est vraiment le point fort, il se situe là. Ce qui fait que ça s'est tiré d'édition 2 pour un même niveau d'hémoglobine glyquée atteinte. Si vous tirez une ligne verticale, eh bien, vous allez avoir une incidence d'hypoglycémie plus faible, que ce soit à gauche pour les hypoglycémies à n'importe quel moment de la journée ou à droite pour les hypos nocturnes. Édition 3 est un peu à part. Donc là, ce sont des patients naïfs d'insuline. Encore une fois, je vous répète, quand on compare la U300 ou la U100 chez les patients naïfs, on a le même résultat sur l'hémoglobine glyquée. Pour les hypos, ça va plutôt dans le bon sens, mais on a moins de résultats significatifs, et notamment quand on regarde les hypos confirmés ou sévères dans édition 3, on n'a rien de significatif ou très peu de choses. Donc, c'est un peu moins spectaculaire qu'avec édition 1 et édition 2 chez des gens déjà sous insuline. Quelque chose d'assez constant, j'en ai un tout petit peu parlé dans le diabète de type 1, mais c'est retrouvé dans le diabète de type 2, c'est une petite augmentation de dose nécessaire dans les essais pour avoir la même efficacité anti-hyperglycémiante. Dans l'édition 1 et l'édition 2, il faut 10% de dose en plus, dans l'édition 3, 17, je vous rappelle, dans l'édition 4, 18%. Alors pourquoi? L'hypothèse la plus souvent avancée, c'est qu'il y a donc un temps de séjour qui est prolongé dans le tissu sous-cutané avec ces insulines, ce qui est bien pour l'amélioration de la durée d'action et donc modification des propriétés pharmacologiques, mais ce qui expose aussi cette insuline à une action plus importante des enzymes protéolytiques en sous-cutané. Et donc, il y a sans doute une dégradation un peu plus importante. Il faut un peu plus d'insuline en tout. C'est globalement retrouvé dans les études. En vie réelle, c'est un peu moins fréquemment retrouvé. C'est assez variable.
Généralement, on en a besoin, mais pas toujours. Je vous montre rapidement l'évolution pondérale. Vous voyez que c'est non significatif dans l'édition 1 et l'édition 3. On a une petite différence en faveur de la glargine U300. Ça se joue à 600 grammes, ce qui peut être intéressant. Ce n'est pas décisif dans l'édition 2. Alors, ces études ont été méta-analysées. Ici, donc, méta-analyse à 6 mois des études dans le diabète de type 2, édition 1, 2, 3. On voit qu'en termes d'hémoglobine glyquée, eh bien, on a une parfaite superposition des résultats. Et ce qui va faire encore la différence, ce sont les hypos confirmés ou sévères au 6e mois, notamment nocturnes. 25% d'hypos nocturnes en moins dans cette méta-analyse. C'est aussi significatif pour les hypos de toute la journée, mais c'est moins fort, à 9% de moins. Le vrai avantage, c'est sur les hypos nocturnes. Un tout petit peu moins de prise de poids, 300 grammes, ce n'est pas très pertinent cliniquement. Et en moyenne, 12% de dose en plus. Alors, ce qui est intéressant à regarder, c'est dans cette méta-analyse, c'est finalement ce qui se passe pendant la période de titration, c'est-à-dire entre l'inclusion et à peu près la 8e semaine. Et on voit bien, en ce qui concerne la réduction du risque d'hypoglycémie sur 24 heures ou d'hypoglycémie nocturne, c'est ce que j'ai entouré, on a un effet encore plus marqué. On est à 17% de moins pour les hypoglycémies de toute la journée et 31% de moins pour les hypos nocturnes. C'est important parce que cette période de titration, elle est souvent décisive justement pour l'adhésion au traitement, pour le fait que le patient va augmenter en toute confiance ses doses et arriver à la bonne dose. Donc, le fait d'avoir quelque chose d'encore plus marqué sur le risque hypoglycémique dans la période d'initiation est assez intéressant. Et le graphe du bas, ça va vous montrer finalement, en moyenne, sur une journée type, à quel moment de la journée on va avoir le plus de bénéfices pour ce risque hypoglycémique. Et vous voyez, si vous regardez les critères, les catégories horaires, vous voyez que la glargine U300 elle est en vert. Ici, le code couleur change, mais vous voyez qu'à partir de 2 heures du matin, on commence à avoir une différence. Donc la nuit, on a toujours cette différence qui perdure et elle va même perdurer en début, milieu, voire même fin de matinée avec la glargine U100. C'est ensuite que les choses sont tout à fait comparables. Mais le bénéfice, il est nocturne sans doute et même un petit peu plus loin que nocturne. Je vous montre, et j'ai bientôt terminé, les résultats à 1 an de cette méta-analyse. Et vous voyez que pour ce qui concerne l'hémoglobine glyquée, à 1 an, on a une petite différence. Alors là aussi, est-ce que c'est pertinent cliniquement? On est à 0,10 d'hémoglobine glyquée. Bon, c'est intéressant de l'avoir, mais très honnêtement, je ne pense pas que ce soit très pertinent cliniquement. Mais en tout cas, on a confirmé à 1 an cette diminution du risque d'hypoglycémie nocturne, 15% de moins. Ça, c'est très intéressant. Et puis, c'est significatif, mais plus faible pour les hypoglycémies à n'importe quel moment de la journée. Un petit peu moins de prise de poids à 1 an, 400 grammes, et toujours un peu plus d'insuline, 14% dans cette étude. Donc voilà, on a des avantages cliniques avec ce profil PKPD qui est plus stable, lié à cette modification de concentration d'insuline qui modifie les propriétés pharmacologiques. La durée d'action au-delà de 24 heures, elle nous permet d'avoir en toute sécurité et en toute confiance cette injection 1 fois par jour, avec même une flexibilité. Vous savez qu'il y a une latence à peu près 3 heures pour l'injection d'insuline avec la 300. Ça peut être intéressant pour certains patients qui ont besoin de cette souplesse. Et puis, le fait d'avoir ce profil PKPD plus plat, moins variable, eh bien, ça a surtout comme avantage de réduire l'incidence des hypos, notamment nocturnes, et de faciliter la titration de l'insuline. Donc, c'est un avantage très pertinent sur le plan clinique. Donc, voilà, un apport non négligeable de ces nouvelles insulines qui est reconnu par la Société francophone du diabète. C'était déjà le cas en 2017, plus encore en 2019. Je vous ai mis l'avis de la SFD de cette époque-là, qui dit que, pour commencer, dans le diabète de type 2, une insulinothérapie basale, le choix premier, c'est le biosimilaire de la glargine U100, pour des raisons économiques évidentes, mais que dans des situations individuelles particulières, notamment lorsque le risque hypoglycémique est préoccupant, un sujet âgé, un sujet vulnérable, une insuffisance rénale chronique, des gens qui ont déjà fait des hypos, eh bien, les nouvelles insulines basales, donc la Degludec et la glargine U300, sont extrêmement intéressantes et trouvent leur place lorsqu'on considère que notre patient est à un risque hypoglycémique important. Et ce sera ma dernière diapositive ici. Donc, on a ces nouvelles insulines qui nous permettent de réduire le risque hypoglycémique, qui nous permettent d'améliorer la variabilité. Et je pense que c'est très important d'avoir maintenant une vue beaucoup plus globale du management, de la prise en charge de l'hyperglycémie chez nos patients diabétiques. Alors, bien sûr, il faut pour ça disposer de mesures continues de glucose. On peut aussi en avoir un équivalent en faisant de l'autosurveillance glycémique très, très rapprochée, mais évidemment, ça n'a pas le même apport que la mesure continue de glucose. Et vous voyez qu'au-delà de l'hémoglobine glyquée, de la glycémie à jeun, de la glycémie postprandiale,
on doit maintenant considérer d'autres marqueurs, le fameux time in range, le temps dans la cible et le temps passé en hypo ou en hyperglycémie, et la variabilité, à la fois à court terme, avec le coefficient de variation, avec l'espace interquartile, et peut-être à long terme, bientôt, je pense que c'est des nouvelles choses qui vont apparaître, notamment en ce qui concerne les fluctuations d'HbA1c chez nos patients. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis ouvert à vos questions. Alors, donc, je remercie le professeur Darmon Patrice de nous avoir illustré un des aspects modernes de la prise en charge des maladies cardiométaboliques basé sur l'objectif est d'améliorer la qualité de vie via un monitorage de toutes sortes de paramètres cliniques comme la tension artérielle, le rythme cardiaque et dans ce cas-là bien précis, la glycémie. Alors, comme il y a de la place à des questions, bon, je passe la parole à l'auditoire. Est-ce qu'il y a des questions à poser pour Monsieur Patrice Darmon? Alors, bon, alors en attendant, je vais très vite poser une question. Bon, vous avez fait votre introduction en vous basant sur la variabilité glycémique. Le mot-clé que j'ai retenu avec l'U300, c'est la réduction du risque d'hypoglycémie. Mais je n'ai pas eu l'impression qu'on a fait un face-to-face entre la U300 et la U100 en termes de variabilité glycémique. Est-ce que c'est une mauvaise impression ou bien c'est… Non, non, vous avez très bien vu. C'est vrai qu'il manque il manque des datas spécifiquement sur la variabilité glycémique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous ai détaillé la seule vraie étude où ça apparaît de façon claire, c'est l'étude dans le diabète de type 1 en crossover, où on a une moindre variabilité en face à face avec la U100 chez des diabétiques de type 1, mais c'est une petite étude, il n'y avait que 55 patients. Elle a été étudiée de façon très précise, cette variabilité, mais c'est la seule étude où on a vraiment quelque chose de très focalisé sur la variabilité. Dans le reste des études que je vous ai montrées, c'est un marqueur indirect de variabilité qui sont les hypoglycémies. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que ça manque. On a des données pharmacologiques, mais en termes de données cliniques, d'études de phase 3, c'est quelque chose qui n'avait pas été suffisamment intégré à l'époque où les études et éditions ont été conçues. C'est un peu dommage, je suis d'accord avec vous. Oui, non, moi je voudrais juste savoir si la HAS reconnaît le service médical rendu de cette insuline, donc votre pays. Et puis, à partir du moment où la U300, il faut à peu près 18% de plus en dose d'insuline, comparativement à son concurrent des laboratoires Novo Nordisk, l'insuline degludec, ça va se répercuter sur le prix, j'imagine, en cas de switch. Alors, vous avez tout à fait raison, ça se répercute sur le prix de façon différente. C'est-à-dire que l'insuline degludec, elle a obtenu, les deux insulines ont un SMR important, mais la degludec a eu un petit avantage en termes d'amélioration du service médical rendu chez les patients à haut risque hypoglycémique, parce qu'on a une étude avec la degludec qu'on n'a pas avec la U300 dans une population spécifique de patients à haut risque hypoglycémique. Et donc, comme elle a eu cette ASMR 4, elle a un prix qui est plus élevé que celui de la U300 en France. Le prix de la U300 en France, il est finalement comparable à celui du biosimilaire. Donc, en fait, si on considère la toute petite augmentation de dose, voilà, on peut se dire qu'effectivement, il y a un petit surcoût qui est lié à cette utilisation d'un tout petit peu plus d'insuline en moyenne, mais le prix facial, le prix de base, en France en tout cas, il est comparable au prix du biosimilaire. Donc il y a quand même une différence de coût. Globalement, l'insuline degludec est un peu plus coûteuse que l'insuline U300, en tout cas chez nous. Bonjour, merci pour votre présentation. En Algérie, on n'a pas encore l'enregistrement ni l'remboursement du freestyle libre pour la mesure continue. Est-ce que l'alternative de calculer le timinage avec des formules sur un profil glycémique, comme ça a été proposé, pourrait être une alternative? Oui, ça peut être une alternative. C'est assez compliqué à faire, mais c'est ce qu'on faisait auparavant. Donc, auparavant, quand on utilisait, quand on étudiait la variabilité glycémique, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait faire des
des cycles sur la journée en 7 points, par exemple, d'autosurveillance glycémique sur plusieurs jours, et on calculait les écarts types de nos glycémies moyennes. Alors, c'était simple, mais ça pouvait être informatif. Évidemment, ça nécessite du temps et du travail. Là, ce qui est facile, c'est que quand on a le freestyle, et je reconnais que c'est un avantage de pouvoir disposer de ça pour nos patients sous insuline, tout est automatique et on a la réponse immédiate. Mais je suis d'accord tout à fait, on peut le faire si notre patient est prêt à faire des cycles de glycémie sur 7 points, sur quelques jours consécutifs, on peut déjà avoir des données assez intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a le temps pour 2 petites questions. Pour rester dans les temps. Non, c'est juste à titre informatif. Je voudrais juste savoir, vous avez dit que en France, tous les DT1 peuvent disposer du freestyle. Tous? Tous. Oui, quel que soit l'âge. Oui. Et les DT2, ils doivent être sous insuline, bien entendu, 3 doses d'insuline minimum. C'est ça, exactement. En deçà, non. En deçà, non. Il faut qu'il y ait au moins 3 injections ou 4 injections. Voilà. Ça vous fait un chiffre de combien de diabétiques sous freestyle à peu près en France? J'aurais du mal à vous répondre, mais il y a à peu près 150 000 diabétiques de type 1. Alors, ils ne sont pas tous sous freestyle, hein. Il y en a qui refusent, hein. Il y en a qui ne veulent pas, qui n'ont pas envie d'avoir le capteur, etc. Et puis, dans les diabétiques de type 2 qui sont sous basal bolus, on doit être aux alentours, à mon avis, de 200 000 ou 250 000. Voilà, donc il y a une population cible qui doit être aux alentours en tout de 400 000 globalement, hein. Oui. On a quelques refus. Il y a aussi des gens qui ont des allergies au freestyle, hein, ça existe, qui font des réactions cutanées. Il y a des gens qui ne veulent pas le porter, qui se sentent angoissés par le fait d'avoir des valeurs un peu continues. Bon, globalement, les gens l'acceptent de plus en plus. Et très honnêtement, ça change la vie leur vie à eux, parce qu'ils arrêtent de se piquer, etc. Et je pense que pour nous aussi, c'est très important en consultation, vraiment. Merci. Alors voilà, finalement, c'est bien, on est dans les temps. Merci pour M. Patrice Darmon, pour tous les Merci à vous, merci de votre attention. Et puis voilà, à la prochaine séance. La séance est finie. Merci.